Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne lifestyle qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, épisode 4. Voilà, je viens de le regarder à l'instant. Tout est frais et en même temps, il y a trop de choses à dire, donc on attaque tout de suite. Abonne-toi, commente, like, partage, donne de la force, homme de l'Ouest, pour aider la chaîne à grandir. C'est parti les gars, on attaque tout de suite cette review avant que je perde toutes ces choses vraiment folles à dire. Alors, dans cet épisode, on va suivre 3 axes principaux. On va suivre ce qui se passe à Numénor avec Galadriel, Halbrand, la reine Myriel, Pharazôn, Elendil et tout ça. On va suivre également ce qui se passe dans le sud, Arondir chez les orques, et la résistance qui est en train de se passer à Ostirith. Et on a aussi, dans cet épisode, un gros axe nain et Elrond, Durin, Khazad-dûm, tout ça. On va garder ça pour la fin, car selon moi, c'est la partie la moins intéressante. Tout est en train de se relier. Tout est en train de se relier. On voit que petit à petit, chaque protagoniste est en train de mettre en place sa trame narrative pour arriver à un tronçon commun qui va se passer dans le sud. On comprend bien que le sud est là où va se passer la fin de la saison et même la suite de l'histoire, j'ai envie de dire, si d'autres saisons viennent, car le sud c'est quoi? Le sud, donc le Harad, Tir Harad, le Harad, Rhûn, comme ils disent, elle le dit Myriel, pourquoi on devrait se mêler des affaires de Rhûn? C'est trop intéressant, tu vois, c'est trop cool, référence vraiment au livre et tout ça, parce que le terme Rhûn n'a pas été prononcé encore dans la série jusque-là. C'est le sud, tu vois, c'est le sud, c'est tout ce qui fait frontière au Mordor tel qu'on le connaît au Troisième Âge. Et d'ailleurs, le Mordor tel qu'on le connaît au Troisième Âge, il est en train de se mettre en place. Je veux dire, on a Galadriel, Elendil qui sont concernés du sud. On a donc cette assemblée, ce petit conseil, voilà, cette petite audience où Galadriel va dire « Reine Myriel, vous êtes le sang de Numénor, vous êtes les descendants d'Elros, vous êtes les hommes qui ont combattu aux côtés des Valar, il faut donc aller prêter main forte aux hommes. » Et on comprend bien que, en tout cas dans cette adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est les hommes du Sud qui sont importants. En tout cas, la série nous montre les hommes du Sud comme les hommes les plus importants. Et en l'occurrence, on n'a pas vu beaucoup d'hommes ailleurs. En tout cas, en Terre du Milieu. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ce truc. Il faut aller combattre pour les hommes du Sud. Il faut aller les protéger car les orques sont en train de se réorganiser. Sauron est de retour comme Galadriel le pensait depuis bien des temps. Et du coup, c'est maintenant, il faut y aller. Regardez, elle lui montre les différents documents qu'elle a trouvés dans la bibliothèque de l'Occident, de Numénor. Et elle lui dit, voilà, cette marque représente les dessins du plan de Sauron, construire une terre d'accueil pour le mal, voilà. Et du coup, il faut les tacler avant que le plan est mené à bien. Dans la review précédente, j'avais dit, moi je ne comprends pas comment il se fait que cette bibliothèque ait des rapports et des documents comme ça. Il s'avère que voilà, tout ce qu'elle a trouvé, ça vient d'un espion qui était là-bas. Enfin bref, facilité scénaristique, comme je l'avais dit. Mais en tout cas, ça fait bien avancer les choses. Car au début, Myriel est réticente. Galadriel, comme d'habitude, à son habitude, va coup d'épaule. Tu vois, elle va aller vraiment à la castagne et elle va finir derrière les barreaux avec Halbrand. D'ailleurs, ils ont un super échange, c'est vraiment drôle. Suite à cette incarcération, il va se passer 2-3 trucs entre Elendil, son fils, sa fille. Il s'avère que Isildur ne veut pas intégrer la marine numénorienne, les rangs de la flotte de Numénor. Et du coup, il fait en sorte de se faire renvoyer. Le problème, c'est que à cause de son renvoi, il fait aussi renvoyer ses 2 amis. J'ai oublié leur nom, mais voilà, il met ses amis dans la merde. Et du coup, y a embrouille, tu vois. On voit une scène où on parle de la mère d'Isildur, tout ça. La sœur d'Isildur, pour l'instant, elle est vachement en retrait. Elle n'arrive pas encore trop
a trouvé sa place dans la série, je trouve, même si le personnage est plutôt à la fois charmante et intéressante. Euh, elle, elle est en train d'évoluer tout doucement à la guilde des architectes. Elle a rencontré justement le fils de Pharazôn et il commence à y avoir entre eux voilà, un petit quelque chose qui est en train de naître. Voilà, on garde ça pour la suite, surtout que c'est vraiment secondaire selon moi. Euh, à terme, Galadriel va s'échapper. Son objectif, c'est d'aller voir le roi pour lui dire la même chose qu'elle a dit à sa fille. Peut-être que lui sera plus réceptif. Et là, elle découvre avec Myriel, comment ça s'appelle Myriel, que il est quasiment mort, il est malade, il est alité, l'esprit ailleurs, tout ça. Donc Galadriel comprend un peu pourquoi c'est Myriel qui tient le trône, tout ça. Après, on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu de succession pour l'instant. Je pense que ça va venir, mais voilà, on n'en est pas là. En tout cas, Myriel montre à Galadriel un palantir. Et en fait, la vision qu'envoie ce palantir à Galadriel, c'est la même que Myriel fait depuis des mois et des mois, c'est-à-dire la destruction de Numénor. Suite à un dialogue entre elles deux, on comprend que c'est pour protéger Numénor qu'elle ne veut pas se mouiller. Elle sait que la venue de Galadriel est, disons, le déclencheur d'une suite d'événements qui peut faire disparaître sa cité et son île. Et c'est pour ça qu'elle y va reculons. Une petite parenthèse, dans cet épisode, on voit la puissance de Pharazôn au niveau du peuple. À un moment, on a les 3-4 membres de la guilde des forgerons qui ont attaqué, qui se sont battus avec Halbrand, voilà, qui sont en train de faire une esclandre, tout ça sur la place pour un peu tenter d'énerver la foule. Une petite révolte à la Caradoc et Perceval. Révolte. Et du coup, c'est Pharazôn qui va calmer tout ça avec les bons mots, la bonne gestion. Voilà, c'est vraiment l'homme de l'ombre, l'homme du peuple, le conseiller de l'intendante, tout ça. Voilà, on comprend vraiment qu'il est puissant. J'aimerais dire aussi dans cette parenthèse, Numénor, toujours, parfait. L'esthétique de la ville est incroyable, l'ambiance, tout ça, et ce côté gréco-romain, plus grec que romain, je dirais, il est trop bien ressenti. J'ai l'impression de regarder un excellent péplum, tu vois, un excellent film d'époque avec des super décors faits sur une Athènes ou une Sparte. Et même l'ambiance, tout ça, je trouve qu'il y a vraiment un côté grec et ça donne vraiment du bagou à la ville et à l'ambiance de cette île, tu vois. Bref, à la fin, suite à encore une fois, un autre débat, beaucoup de discussions dans cet épisode sur Numénor. Ne vous inquiétez pas, dans le sud, il va y avoir un peu plus de castagne, mais là, beaucoup de discussions. Voilà, Galadriel va réussir à convaincre Myriel d'entrer en guerre. On croit que Galadriel est renvoyée seule vers la Terre du Milieu, et au final, non, l'épisode va se terminer sur la partie Numénor avec un super discours de Myriel au peuple, où elle va demander aux hommes de Numénor de l'accompagner, car elle y va, donc ça c'est très intéressant. Ils y vont pour soutenir leurs frères et ils se placent un peu comme des héros. C'est vrai que c'est la flamme de Numénor, pour moi c'est les hommes les plus importants de la création, j'ai oublié, je voulais dire, de Arda. Du coup, ils ont cette obligation d'aller aider les autres hommes qui, eux, sont moins divins, moins célestes, tu vois, si tu vois un peu l'idée que je veux dire. Et du coup, on peut s'attendre à l'épisode prochain, une flotte numénorienne avec des soldats, tout ça, voilà, comme on le voit dans l'introduction de la communauté de l'anneau avec l'Ultime Alliance. Bon, on n'y est pas encore, mais ça commence à se construire. Première expédition vers la Terre du Milieu, les étendards de Numénor sont levés, la bataille va commencer. Et ça tombe bien parce que la bataille, vers quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les terres du Sud? Dans les terres du Sud, on a laissé arrondir la dernière fois face à face avec Hadar. Hadar, qui est-il? Je ne sais pas. Il a la voix de Jason Statham, donc déjà, il a un bon point. Ensuite, Hadar. Et Hadar, c'est un elfe, j'ai l'impression. Il dit qu'il n'est pas un dieu, mais presque, et qu'il va le devenir encore plus. Tous les orques lui obéissent.
On n'a pas encore pu voir sa puissance, mais en tout cas, on pensait qu'il allait tuer Arondir. Finalement, il le laisse partir, mais il a un message. Car Browin a emmené tous les habitants des villages alentours de Tir Harad, donc de ce côté-là du Harad, vers Ostirith. Là, je vais peut-être mettre mon petit bémol de l'épisode. La série, elle essaie chaque fois de nous montrer, ah, regardez, c'est comme une ou l'autre trilogie de Peter Jackson. Regardez, il y a des choses, la nostalgie, ça va vous toucher. Je trouvais que dans les plans d'Ostirith, il y avait beaucoup de côté gouffre de Helm. Dans la façon de filmer, l'entrée même dans Ostirith avec la vue de haut, tout ça, ils n'ont pas trop recherché leur identité, tu vois, sur ce coup-là, et je trouve que c'est un peu dommage. Mais les plans sont beaux, le côté Browin, un peu aussi comme Éowyn, tu vois, elle se passe un peu comme Éowyn, et j'en viens à mon deuxième bémol et demi, c'est des Haradrim. C'est les tribus du Harad, réunies par l'ancien roi du Harad, qui s'appelle, il me semble, Kamul, ou Hamoul, si tu veux le dire avec les... C'est les Arabes de la Terre du Milieu, tu vois. C'est des Orientaux, c'est des Maghrébins. Tolkien le dit, ils sont typés pour ceux du Nord, du Sud. Le Nord du Sud, ils sont typés, et ceux du Sud-Sud, c'est des Renois, tu vois. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont une esthétique de Rohirrim, premièrement, et pourquoi même la musique, elle sonne musique du Rohan, tu vois. Elle est où l'identité Sud, Orient, tu vois, mille et une nuits. Tu vois, si t'aimes pas les mots arabe, maghreb, t'aimes pas. Voilà, tu vas pas faire de l'arabe et du maghreb dans une terre d'héroïque fantasy, ça c'est sûr, on le sait. Mais du mille et une nuits, mais de l'Orient, tu vois, je ressens pas l'Orient. Pour moi, c'est des bouseux comme d'autres bouseux, tu vois. Et en plus, la série Amazon veut leur donner ce côté, ah regardez, il y a un côté Rohirrim. Mais on veut pas d'un côté Rohirrim. Moi, je sais pas pour toi, mais je veux ça, leur propre identité, l'identité du Sud. Bref, ça n'empêche qu'on aime ce qui s'y passe, on aime les personnages et on aime Browin. Bref, Arondir finalement rentre au bercail, rentre retrouver les humains dans cette forteresse. Il passe par le village de Tir Harad. Comme par hasard, Théo et Rowan sont là. Ils sont venus chercher des légumes, apparemment, parce que c'est vrai, il y a même ce côté, trouver les vivres, préparer la défense, tout ça. On est vraiment dans cet esprit gouffre de Helm. Rowan arrive à s'enfuir car les orques sont dans le village, ils recherchent l'épée, la poignée d'épée. Lui, Théo, il est dans la sauce, il se cache dans un puits, bref, plein de trucs. On voit que c'est pas un grand guerrier, mais en tout cas, Arondir, il passe par là, il le sauve, il le ramène à Browin. Je te fais rapido parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Et du coup, ils rentrent tous à Ostirith, et on voit les orques qui s'arrêtent de le traquer, parce qu'eux, ils veulent l'épée, ils ont découvert l'épée, et ça, d'ailleurs, ça va poser un petit dilemme à Adar. Il leur a dit, ouais, vous pouvez quitter les terres et nous laisser le sud pour qu'on fasse le Mordor carré rectangle tel qu'on le connaît. Et le problème, c'est que maintenant, il a l'épée. Ils savent que l'épée est dans la forteresse, donc il ne va pas les laisser partir. Que va faire Adar à ce sujet? Ça, c'est pour la suite. En tout cas, Adar, pourrait-il être Sauron? Probablement. Théo, du coup, est-il un agent du mal? Pas encore. Pourrait-il le devenir? Probablement. Halbrand, on ne sait pas encore s'il suit l'équipe de Numénor en Terre du Milieu. De ce que j'ai vu dans les TV spots, spoiler, attention les gars, ça dure que 10 secondes. Il ne veut pas aller avec eux. Oui ou non, on le verra dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, le Sud, maintenant, il y a le bon peuple du Sud qui va tenter de se défendre contre les orques, contre une attaque massive d'orques. Les orques de Hadar. Numénor arrive. Vont-ils arriver assez vite? Nous ne le savons pas. Combien de temps faut-il pour traverser la mer et marcher en troupe? Je ne sais pas, tu vois. Là, on est dans... Peut-être le troisième bémol de l'épisode, ou de la série, est-ce que les choses ne vont pas un peu trop vite, tu vois? Je veux dire, des fois, ça rush, et des fois, ça prend le temps. Et l'équilibre entre les deux, c'est important, tu vois, de le trouver.
Que puis-je vous dire d'autre, les amis? Je pense qu'on a abordé tous les faits importants du Sud et de Numénor. Et maintenant, on a la dernière partie qui concerne Khazad-dûm et Elrond et Durin. Alors, on a toujours des relations super amicales entre Durin et Elrond. Elrond qui va venir avoir une super discussion avec Celebrimbor. Celebrimbor qui va lui dire qu'il connaissait son père et Arendil. Elrond, on comprend qu'il est toujours en train de se construire. On a vraiment un jeune Elrond. Elrond que je ne reconnais toujours pas. Hugo Weaver, qui joue Elrond dans la trilogie, dans les 2 trilogies de Peter Jackson. Je le kiffe trop. Et là, je le reconnais pas. Tu vois, pour moi, c'est lui Elrond. Et là, le jeune Elrond, là, le Ned Stark à l'âge de 19 ans, j'ai du mal, tu vois. Il a des bons trucs, mais je le trouve trop à Elrond. Je sais pas quoi lui reprocher, mais pour moi, c'est pas mon Elrond, tu vois. Après, c'est une réinterprétation. Il faut accepter que les personnages qu'on peut connaître prennent d'autres visages. J'ai pas ce problème avec Galadriel, mais Elrond, ça me gêne relativement beaucoup. En tout cas, on a Elrond qui va se mettre en mode espion, en mode Splinter Cell, qui va commencer à enquêter sur ce que cache Durin, car il l'a rapidement deviné. Il s'avère que comme les théories les moins fantasques mais les plus crédibles le disaient, c'était du mithril. Ils vont avoir une super discussion sur le mithril, la poussière d'argent, tout ça. Voilà. On sait que ça va donner aussi du... Comment? De l'Ithildine. Les elfes vont s'en servir pour faire de l'écriture et les nains pour faire plutôt des armes, des cottes de mailles. Tu vois de quoi je parle? Épée et cottes de mailles de Hobbit. Du coup, voilà, on a une belle scène où Elrond il se met en mode espionnage, sens d'elfe, tu vois, yeux d'elfe, oreilles d'elfe. Il suit, il écoute la conversation de Durin et Ida à, je sais pas, à 300 mètres, tu vois. On a quoi? On a un moment, un éboulement qui va survenir. Elrond va sauver Durin. Les 4 nains sont pas morts. Enfin, il y avait 4 nains qui auraient dû mourir et ils ne sont pas morts non plus. Donc, discussion entre Durin fils et Durin père. Toujours cool les nains. La Khazad-dûm, c'est trop beau. Les nains sont trop cool. Franchement, tout est validé. Franchement, il n'y a pas beaucoup de trucs que je n'aime pas chez les nains. En tout cas, c'était... En ce qui concerne les nains, on sait qu'ils travaillent avec les elfes pour construire le projet de Celebrimbor. On va, j'en suis sûr, vers la forge, vers la construction des anneaux du pouvoir, forcément. Mais par quelle étape encore on va passer, ça je ne le sais pas. Je sais que là, à la fin de l'épisode, en tout cas, Elrond invite Durin Junior à venir dans le Lindon, dans le Lindon, rencontrer Gil-galad et les autres elfes un peu importants. Donc on va voir cela, sur quoi va déboucher. Pour l'instant, on n'a pas eu de rencontre encore entre nos petits pieds velus, nos nains et nos elfes de l'Eregion et tout ce qui se passe dans le sud. J'attends cette rencontre-là. Voilà. Est-ce que Elrond connaît Elendil? Je ne le sais pas. Je sais qu'il connaissait Isildur, mais Elendil, j'en suis pas certain. Je dirais que si, à cause de l'intro de la communauté de l'anneau. Mais voilà, j'aimerais bien voir cette rencontre, ce qu'elle va donner. Comment va se passer cette rencontre? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont enfin se rencontrer? Est-ce que le roi Gil-galad va enfin prendre au sérieux les avertissements de Galadriel? Parce que Galadriel, c'est la meuf qu'on a traitée de folle. Et pourtant, elle était dans le juste à 100%, tu vois. Donc voilà, plein de choses. Est-ce qu'on va vers un Halbrand roi du Sud gentil? Est-ce qu'on va vers un Halbrand futur Nazgûl? Voilà. Ah, très intéressant, et j'ai failli oublier, c'est peut-être de ça dont va parler mon sous-titre. Voilà. Il y a un vieil homme, parce que les vieux c'est mystérieux, comme le dit un grand philosophe, qui va parler à Théo dans Austerite. À la fin, il va venir le voir, c'est presque le cliffhanger de fin. Il va lui dire, est-ce que tu connais Sauron? Tu vois, avec une voix chelou et tout. Il va dire, le maître, nanana va revenir, on doit préparer son retour. Bref, il est louche, tu vois. Et bref, Théo, il va lui dire, mais comment ça, qui ça, nanana? Et le vieux, il va dire, mais tu l'as vu arriver depuis les étoiles. What? Tu parles de la comète? Oui. Donc, le vieux, il nous laisse entendre que Sauron, c'est la comète. Donc,
l'étranger qui est avec Meteorman, l'étranger qui est avec en ce moment Nori et Poppy, serait probablement Sauron selon lui. Je ne sais pas. Vous, est-ce que vous accrochez à cette idée? Moi, pas trop. Déjà plus que si... je sais pas. En fait, il y a tellement de choses à dire. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que si oui, c'est Sauron. Donc, il a été recueilli par des pieds velus à son arrivée de jeu. En plus, il arrive de Valinor, c'est pas possible. Le météore, il passe d'abord par le portail de Galadriel et ensuite il vient en terre du milieu. Il n'était pas à Valinor à ce moment-là, Sauron. Pour moi, c'est impossible que ça soit Sauron. Mais bon, imaginons, c'est Sauron. Donc, Nori et Poppy, deux pieds velus, ancêtres des hobbits, l'ont recueilli, nanana. Et 4000 ans plus tard, Frodon Sakei et Sam Gamgee l'ont vaincu. Wesh, Sauron, ta bête noire, c'est les hobbits ou quoi? Je sais pas, bof, tu vois. On reste toujours sur cette idée que c'est peut-être un des Istari, probablement. Mais du coup, la série Amazon viendrait mettre un gros doigt à Tolkien. Parce que non, ça se passe pas comme ça dans les livres. Et il faut respecter un moment les choses, les amis. Donc je ne sais pas. On n'a pas du tout avancé d'un broc. À part ce vieux qui nous met le doute. Mais je pense que c'est la série qui nous fait douter. Voilà, petite information. Lui, il peut le penser, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Voilà les amis, on a parlé de tout cet épisode, vraiment cool, on attend la suite. J'ai pas vraiment de questions, je sais pas sur quoi vous lancer. Voilà, dites-moi juste, est-ce que vous avez aimé cet épisode? Moi je trouvais qu'il était vraiment bon pour finir la première partie de saison, parce qu'on est déjà dans le middle season, s'il n'y a que 8 épisodes. Il reste 4 épisodes, j'espère que ça sera que de la castagne, que de la grande bataille. Et voilà, on va se régaler. Beaucoup de choses à découvrir sur la chaîne, du Star Wars bientôt, Andor, du She-Hulk, du House of the Dragon, les amis. Si vous aimez les Anneaux de Pouvoir, vous aimerez sûrement House of the Dragon. Allez voir ça. La review du Visiteur du Futur, le meilleur film français de l'année. On se quitte sur tout ça. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Isma, bye.